qu'on démonte ce théorème de Piso. D'accord? C'est vraiment très instructif. Là maintenant, on a tous les éléments, qu'on a travaillé sur le système de Van der Monde. Si alpha est strictement supérieur à 1, bon, on peut mettre égal à 1, c'est bon. Lambda non nul, un réel non nul, donc ça c'est un réel, ça c'est un réel. On suppose que la suite géométrique lambda alpha n est presque entière, c'est-à-dire que quand on écrit an plus epsilon n compris entre moins 1,5 et 1,5, d'accord, la limite de epsilon n égale 0, donc cette suite géométrique à partir d'un certain rang va être presque entière. Eh bien, on suppose alpha racine d'un polynôme comme ceci, d'accord? Alors, il est à coefficient dans z, ça veut dire que alpha est ce qu'on appelle un nombre algébrique, d'accord? Alors, attention, un nombre algébrique, ça veut dire que AR est un entier, ici il est non nul, mais ça peut être un entier, quelconque, pas forcément inversible. Quand il est inversible, c'est ce qu'on appelle un entier algébrique. Alpha sera un entier algébrique. Et justement, on va supposer qu'il est irréductible, celui-ci, sur Z, alors alpha sera un entier algébrique. C'est-à-dire que forcément, AR sera inversible. Et tous ces conjugués, donc les conjugués sont les autres racines du polynôme irréductible dont il est racine, donc ce sont des complexes, sont de modules strictement inférieurs à 1. Donc on va supposer que alpha 1 c'est justement alpha, et que les autres c'est les alpha i de 2AR. Alors on va attaquer la preuve, donc, bon, pour l'instant c'est assez tranquille. Je pars de cette égalité et je l'écris pour petit n, pour n plus 1 jusqu'à n plus r, d'accord? Voilà. Et je fais une combinaison linéaire avec les AI. Ce qui va faire qu'on va avoir le membre de droite, on aura AR, petit AR à grand A n plus R, jusqu'à A0 à n, ici, quand je vais faire ma combinaison linéaire. Pareil pour les epsilon, puisque c'est voisin, ici, est égal à lambda. Alors, quand on va faire la combinaison linéaire, étant donné qu'on commence par n, on peut remettre lambda alpha n en facteur, et ce qui va rester, c'est f de alpha. Mais f de alpha, alors ce que j'appelle petit f, c'est ça, c'est ce polynôme. Mais f de alpha, par définition, ça fait 0, donc cette combinaison linéaire est nulle. Voilà. Donc maintenant, c'est là que ça devient important. Comme ici, on n'a que des entiers, les petits a c'est des entiers, les grands a c'est des entiers, donc c'est des entiers, et les epsilon n, ça tend vers 0. Donc ici, comme tout ça, ça va être une série finie, d'accord? C'est une somme finie qui tend vers 0, donc forcément, et que là c'est entier, à un moment ça va être vraiment nul. Alors on sait qu'il va exister un rang à partir duquel cette somme-là est toujours nulle, quel que soit petit n. Voilà. Bien, alors, donc ça veut dire qu'à partir de ce rang-là, la suite grand A indice n est une suite récurrente dont le polynôme caractéristique de cette suite récurrente linéaire, j'ai oublié de dire, c'est petit f. Voilà. Alors on connaît les suites récurrentes linéaires qui ont un polynôme caractéristique. Ça veut dire qu'on sait démontrer, c'est un grand classique, que an est égal, pour un choix des lambda i, est égal à lambda 1 alpha 1 puissance n, plus etc., plus lambda r alpha r puissance n, pour certains lambda i dans C, a priori les lambda i existent dans C, d'accord? Donc on compare cette suite et celle-là, et je rappelle que alpha c'est alpha 1, d'accord? Et les autres c'est les conjugués, ce qu'on appelle les conjugués. On peut mettre lambda 1 alpha 1 puissance grand N en facteur d'un certain donc petit n, et on peut l'écrire grand N plus k. D'accord? Et donc ici, je mets en facteur lambda 1 alpha 1 grand N,
et on a un alpha 1 k, pareil pour les autres, de sorte à ce que je puisse écrire de k égale 0 à r-1. Donc je commence par k égale 0 évidemment, mais je me limite à r-1 pour pouvoir écrire un système de Cramer. C'est bien un système de Cramer, parce qu'on peut le voir comme système avec inconnus. Donc attention, les inconnus ne sont plus les lambda i, mais les lambda i alpha i puissance n, d'accord? Bon, et ici, la matrice, c'est la fameuse matrice de Vandermonde, et ça, c'est ce qu'on appelle le monde de droite qui là est à gauche. Voilà. Bon, alors, donc ça, c'est ce qu'on a vu dans cette vidéo qui précède. Ce qu'on a vu, c'est que les inconnus, ici, hein, on a changé de variable, hein, de là à là, les inconnus vont vérifier que pour certains polynômes, ici PA et ici delta, pour certains polynômes, on va avoir delta alpha i de l'inconnu égale un certain polynôme PA de alpha i. C'est-à-dire que là, ici, ceci ne va dépendre que de alpha i, mais avec des polynômes dont on a vu qu'ils étaient à coefficient dans z, d'accord, justement parce qu'ils dépendent de ces coefficients-là. Et lui, c'est un polynôme à coefficient dans z, mais qui en plus est linéaire en le membre de droite, c'est-à-dire les grands A. Voilà. Donc, voilà ici un résultat déjà intermédiaire. Et maintenant, on va rentrer dans là et on va montrer que d'abord, que alpha est un entier algébrique. C'est-à-dire qu'on peut choisir ce polynôme de sorte à ce que AR soit inversible, égal à plus ou moins 1 en quelque sorte. On y va, on va montrer que alpha est un entier algébrique. Donc je vous rappelle que alpha, c'est ce qu'on a nommé la première racine, alpha 1, de ce polynôme-là, qui est un coefficient entier. On pose mu égale delta de alpha 1, lambda 1, alpha 1, puissance n. Et on va regarder l'ensemble des z combinaisons linéaires des mu alpha k quand k parcourt grand N. L'ensemble des entiers naturels. Alors, on va appeler ça F. F, c'est un groupe, d'accord? C'est un groupe abélien, hein, additif, un groupe additif, d'accord? Ce sont des combinaisons. Et comme les mu alpha k, d'accord? Donc c'est ça ici, d'accord? Pour i égale 1, d'accord? Ce sont des polynômes en alpha 1, hein, si vous voulez, à coefficient entier, mais, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, dans la vidéo précédente où on résout le système de Vandermonde, ces polynômes, on voit à l'œil nu qu'ils sont de degré inférieur ou égal à r-1, r étant le degré de f, eh bien, on peut affirmer forcément que f est inclus dans l'ensemble, donc c'est encore un groupe abélien, des z combinaisons linéaires de 1 alpha jusqu'à alpha r-1. Mais ces éléments-là sont libres sur z. Pourquoi? Parce que s'il y avait une relation de dépendance entre ces éléments, eh bien, cette relation de dépendance ferait qu'on aurait un polynôme qui annulerait, d'accord? Et donc, qui serait multiple du polynôme minimal de alpha, mais le polynôme minimal de alpha, c'est lui, puisqu'il est irréductible. Donc ce serait pas, c'est pas possible. Hein, on ne peut pas avoir de combinaison linéaire ici non nulle là-dedans. Donc ici, on a une partie libre, et comme c'est une partie libre, et génératrice, c'est une base. Et donc on a une z base ici de ce qu'on appelle un z module, un réseau, si vous voulez. Hein, c'est comme un espace vectoriel sur z. Sauf que z, c'est un anneau. Voilà. Donc ici, on a f qui est inclus dans z puissance r, et là, c'est un résultat classique qu'on trouve souvent dans les problèmes d'agrègue, soit c'est redémontré, agrègue interne comme agrègue externe, c'est redémontré, ou alors c'est admis. F, forcément, c'est un théorème, il possède une base. C'est une structure, on va dire, héréditaire hein,
de Z et des anneaux principaux en général que quand on est dans un Z-module libre, hein, ben, on hérite. Comme ici il y a une base, ben, toute sous-structure va hériter aussi d'une base. Bon, voilà. Donc c'est F qui est isomorphe à Z puissance D, et on sait que D est inférieur à R, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver une base ici de F, et que cette base va être forcément de cardinal plus petite que R. Bon, comme dans les espaces vectoriels un petit peu, mais c'est un petit peu plus compliqué à démontrer, et c'est souvent admis. Maintenant, on va fixer cette base, et donc on va assimiler F à Z puissance D, et donc vous voyez bien, par construction, que F est muni d'un morphisme de multiplication par alpha. F est stable par multiplication par alpha. C'est pour ça qu'on a pris K dans N, ici. Et donc, on a ce morphisme, d'accord, ce Z-morphisme de multiplication par alpha. Comme il y a une base, on peut écrire sa matrice dans la base canonique de ZD, et on applique le théorème de Cayley-Hamilton, c'est-à-dire que le polynôme caractéristique de M alpha annule M alpha. Voilà. Ce polynôme caractéristique, étant donné que la matrice dans la base ici, elle est à coefficient forcément dans Z, hein, puisqu'il n'y a que des éléments de Z là-dedans, eh bien, ce polynôme, il est unitaire, c'est un polynôme caractéristique, et à coefficient dans Z, et il annule M alpha. Mais, regardez, M alpha, si vous regardez M alpha, vous faites M alpha rond M alpha, ben, ça fait que vous multipliez par alpha, puis vous remultipliez par alpha. Donc ça fait par associativité que vous multipliez par alpha 2. Pareil, M alpha puissance K, ben, c'est M alpha puissance K. Et donc un polynôme ici de M alpha, de l'endomorphisme M alpha, ben, c'est la multiplication par le même polynôme, mais lui évalué en alpha. Donc ça veut dire que M, la multiplication de qui M alpha de alpha est égal à 0, d'accord, d'après ça. Mais comme on est on est dans un corps hein, qui est intègre, tout ça c'est plongé dans un corps, on est dans un monde intègre, le corps Q de alpha, et bien ici, forcément, qui de M, quitte à dire qu'on est plongé dans C, hein, qui de M alpha, alpha égale 0, parce que dire que la multiplication par un nombre est nulle, c'est l'application nulle, ben, ça veut dire que le nombre est nul. Hein. Donc maintenant, alpha, il est annulé par un polynôme unitaire, attention, de degré D, ça c'est de degré D, inférieur à R. Donc ça veut dire que comme qui M alpha et F sont tous les deux annulateurs de alpha et de degré minimal, eh bien, ils sont forcément égaux à une constante multiplicative près, et vu qu'ils sont tous les deux entiers, lui est irréductible, eh bien, ça veut dire que cette constante est forcément inversible, c'est plus ou moins 1. D'accord ? Voilà, hein, parce que lui il est unitaire, lui, il ne peut pas être factorisé par quoi que ce soit puisqu'il est irréductible, même pas par un élément de Z, donc forcément ici on a ça. Et entre parenthèses, hein, on récupère que D est égal à A. Voilà, donc on a bien démontré ce qu'on voulait démontrer, alpha est un entier algébrique, et donc du coup AR est égal à plus ou moins 1, forcément. Alors, on va terminer en beauté en montrant que lambda est égal à lambda 1, on en discutera un petit peu, et que tous les alphaïs, tous les conjugués de alpha sont eux de modules strictement inférieurs à 1. Alors, je vais partir de l'égalité de départ, donc lambda alpha puissance n égale an, cette espèce de partie entière en quelque sorte, plus epsilon n. Et an, on avait développé la formule de an avec les lambda i. Voilà, plus epsilon n. Voilà. Donc maintenant, je passe ce qu'il faut là où il faut. Donc ça fait lambda 1 moins lambda facteur de alpha 1 n plus lambda 2 alpha 2 n plus lambda r alpha r n est égal à moins epsilon n.
Voilà. Et donc ça va me faire un système exactement comme le système que j'avais avec les AN, sauf qu'ici j'ai exceptionnellement un lambda 1 moins lambda. Et donc ça veut dire que je vais avoir un peu les mêmes choses, mais à part que ici je vais avoir un polynôme qui va être lui linéaire en les moins epsilon, ou en les epsilon si vous voulez. Et que là, je vais avoir lambda i, oui, pour i allant de 2 à n, mais pour 1, il faut remplacer lambda i par lambda 1 moins lambda. Voilà. Donc, c'est exactement pareil. Je vais avoir un polynôme delta à coefficient dans z, delta de alpha 1 fois lambda 1 moins lambda alpha 1 puissance grand N, parce que ces égalités commencent à partir de grand N, ça on le sait. C'est un polynôme en epsilon alpha 1, et donc ça va tendre vers 0 quand N tend vers l'infini, quand grand N tend vers l'infini. Pourquoi ça tend vers 0 parce que les epsilon, eux, ils tendent vers 0 et que c'est linéaire en les epsilon. Voilà. Et ici, pareil, avec delta de alpha i, j'adapte juste lambda i ici, alpha i puissance n, et là, pareil, ça va tendre vers 0. Donc, maintenant, de la même manière que P était un polynôme de degré inférieur à R-1, petit delta, il provenait d'une certaine dérivée du polynôme f, il est aussi de degré inférieur à R-1, donc ça avait été vu dans la vidéo précédente, et c'est un polynôme non nul, donc ça veut dire que delta de alpha 1, lui, il est non nul, de la même manière que les deltas de alpha i sont tous non nuls. Si par exemple delta de alpha 1 était nul, ça voudrait dire que delta annulerait alpha 1. Donc serait multiple de f, mais vu que son degré est inférieur à R-1, ça voudrait dire que delta serait le polynôme nul. Mais non, parce que delta n'est pas le polynôme nul, ça on l'a déjà vu. Alors donc ici, ça c'est non nul. Mais quand on multiplie tout ça, ça tend vers 0. Or, alpha 1, c'est alpha. Et on avait dit que alpha, lui, vous vous rappelez, c'est un réel, lui, qui est supérieur à 1. Donc ici, ça oblige lambda 1 moins lambda à être égal à 0. Donc lambda 1 est égal à lambda. Alors maintenant, dans la foulée, on fait ça. Alors, ici, c'est non nul pour la même raison. Et on a envie de dire que ça, c'est non nul. Comme ça, si on arrive à montrer que lambda i est non nul, alors alpha i puissance n tend vers 0, ce qui oblige alpha i d'être bien de module strictement inférieur à 1. Mais il faut quand même montrer que lambda i est non nul. Alors, pourquoi lambda i est non nul pour tout i? Alors regardez, c'est un petit raisonnement assez mignon. S'il existait un i tel que lambda i égale 0, je regarde, regardez, q de alpha i. Alpha i, son polynôme minimal, c'est petit f. Donc, q de alpha i est isomorphe à q de x quotienté par l'idéal engendré par f. Et c'est pareil pour alpha j. Ce qui fait qu'on a un isomorphisme, ici, de là vers là. Isomorphisme de quoi? Isomorphisme de corps. Voilà. Parce que f est irréductible, je vous le rappelle. Ici, lambda i, étant donné que ce sont les mêmes polynômes qu'on a ici, si vous tirez lambda i de cette formule-là, vous avez exactement les mêmes polynômes. D'accord? Là et là. Ce qui veut dire que lambda i, comme polynôme en alpha i, c'est le même polynôme qui va nous donner lambda j comme polynôme en alpha j. Donc ce qui veut dire que par un morphisme qui a alpha i envoie, parce que cet isomorphisme envoie alpha i sur alpha j, alors n'importe quel polynôme de alpha i va être envoyé sur ce même polynôme en alpha j. Donc lambda i va aller vers lambda j. Donc si pour un i, lambda i était égal à 0, alors pour tous, ce serait égal à 0 aussi. Mais si pour tous c'était égal à 0, on aurait an, je vous rappelle que il était égal à la somme des lambda j alpha j, à cause de la relation de récurrence, il serait égal à 0, puisque tous les lambda j seraient égaux à 0.
Mais AN égale 0, c'est pas possible. Parce que AN, il est à epsilon près, égal à lambda alpha puissance n. Lambda est non nul, et alpha, il est supérieur à 1. C'est un réel supérieur à 1. Donc c'est pas possible que AN soit nul. Hein. Donc ça c'est absurde. Et voilà, c'est terminé. Pour tout i, lambda i est différent de 0. Donc forcément, alpha i est de module strictement inférieur à 1. Voilà, c'est terminé. Juste, je veux rajouter quelque chose. Cette formule qu'on a montrée gratuitement prouve que le lambda de départ, c'est-à-dire le premier terme de la suite géométrique qui était presque entière, eh bien, appartient forcément, comme c'est un lambda 1, à Q de alpha. Et ça, c'est vraiment intéressant. Par exemple, dans la suite de Fibonacci, on avait vu que phi sur racine de 5 était un presque entier, phi n était une suite presque entière. Donc phi n est presque entier, ça c'est clair, mais pourquoi phi n sur racine de 5 est presque entière aussi? Ben, c'est lié au fait, c'est pas équivalent, hein, mais ça, forcément, ce 1 sur racine de 5 doit appartenir à Q de phi. Et oui, il appartient à Q de phi, parce que racine de 5, il est dans le corps engendré par phi, puisque phi, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. On n'aurait pas pu avoir racine de 3 ici, et avoir un presque entier. Voilà, on a démontré le joli théorème de Piso, puis il y a encore d'autres choses qui nous attendent de la théorie.